46e section de Scènes de la vie de province, tome 1. Les célibataires, première histoire, Pierrette, par Honoré de Balzac. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. Pierrette fut bien heureuse de la détermination de son amie, car les soupçons de sa cousine allaient être déjoués en ne trouvant plus d'aliments. En effet, Sylvie passa 3 nuits sur ses jambes et 3 soirées à épier l'innocent colonel, sans voir, ni chez Pierrette, ni dans la maison, ni au dehors, rien qui décelât leur intelligence. Elle envoya Pierrette à Confesse et prit ce moment pour tout fouiller chez cet enfant, avec l'habitude, la perspicacité des espions et des commis de barrière de Paris. Elle ne trouva rien. Sa fureur atteignit à l'apogée des sentiments humains. Si Pierrette avait été là, certes elle l'eût frappée sans pitié. Pour une fille de cette trempe, la jalousie était moins un sentiment qu'une occupation. Elle vivait, elle sentait battre son cœur, elle avait des émotions jusqu'alors complètement inconnues pour elle. Le moindre mouvement la tenait éveillée. Elle écoutait les plus légers bruits. Elle observait Pierrette avec une sombre préoccupation. Cette petite misérable me tuera, disait-elle. Les sévérités de Sylvie envers sa cousine arrivèrent à la cruauté la plus raffinée et empirèrent la situation déplorable où Pierrette se trouvait. La pauvre petite avait régulièrement la fièvre, et ses douleurs à la tête devinrent intolérables. En 8 jours, elle offrit aux habitués de la maison Rogron une figure de souffrance qui certes eût attendri des intérêts moins cruels. Mais le médecin Néraud, conseillé peut-être par Vinet, resta plus d'1 semaine sans venir. Le colonel, soupçonné par Sylvie, eut peur de faire manquer son mariage en marquant la plus légère sollicitude pour Pierrette. Bathilde expliquait le changement de cet enfant par une crise prévue, naturelle et sans danger. Enfin, un dimanche soir où Pierrette était au salon, alors plein de monde, elle ne put résister à tant de douleur. Elle s'évanouit complètement, et le colonel, qui s'aperçut le premier de l'évanouissement, alla la prendre et la porta sur l'un des canapés. Elle l'a fait exprès, dit Sylvie en regardant mademoiselle Habert et ceux qui jouaient avec elle. Je vous assure que votre cousine est fort mal, dit le colonel. Elle était très bien dans vos bras, dit Sylvie au colonel avec un affreux sourire. Le colonel a raison, dit madame de Chargebœuf. Vous devriez faire venir un médecin. Ce matin, à l'église, chacun parlait en sortant de l'état de mademoiselle Lorrain qui est visible. Je meurs, dit Pierrette. Desfondrilles appela Sylvie et lui dit de défaire la robe de sa cousine. Sylvie accourut en disant « C'est des giries !» Elle défit la robe, elle allait toucher au corset. Pierrette alors trouva des forces surhumaines. Elle se redressa et s'écria « Non, non, j'irai me coucher !» Sylvie avait tâté le corset et sa main y avait senti les papiers. Elle laissa Pierrette se sauver en disant à tout le monde « Eh bien, que dites-vous de sa maladie ? C'est des frimes. Vous ne sauriez imaginer la perversité de cet enfant. » Après la soirée, elle retint Vinet. Elle était furieuse, elle voulait se venger. Elle fut grossière avec le colonel quand il lui fit ses adieux. Le colonel jeta sur Vinet un certain regard qui le menaçait jusque dans le ventre et semblait y marquer la place d'une balle. Sylvie pria Vinet de rester. Quand ils furent seuls, la vieille fille lui dit « Jamais, ni de ma vie, ni de mes jours, je n'épouserai le colonel. Maintenant que vous en avez pris la résolution, je puis parler. Le colonel est mon ami, mais je suis plus le vôtre que le sien. Rogron m'a rendu des services que je n'oublierai jamais. Je suis aussi bon ami qu'implacable ennemi. Certes, une fois à la Chambre, on verra jusqu'où je saurai parvenir, et Rogron sera receveur général de ma façon. Eh bien, jurez-moi de ne jamais rien répéter de notre conversation. » Sylvie fit un signe affirmatif. D'abord, ce brave colonel est joueur comme les cartes. Ah, fit Sylvie. Sans les embarras où sa passion l'a mis, il eût été maréchal de France peut-être.
reprit l'avocat. Ainsi, votre fortune, il pourrait la dévorer. Mais c'est un homme profond. Ne croyez pas que les époux ont ou n'ont pas d'enfants à volonté. Dieu donne les enfants, et vous savez ce qui vous arriverait. Non, si vous voulez vous marier, attendez que je sois à la Chambre, et vous pourrez épouser ce vieux Desfondrilles, qui sera président du tribunal. Pour vous venger, mariez votre frère à mademoiselle de Chargebœuf. Je me charge d'obtenir son consentement. Elle aura 2000 francs de rente, et vous serez allié aux Chargebœuf comme je le suis. Croyez-le, les Chargebœuf nous tiendront un jour pour cousins. Gouraud aime Pierrette, fut la réponse de Sylvie. Il en est bien capable, dit Vinet, et capable de l'épouser après votre mort. Un joli petit calcul, dit-elle. Je vous l'ai dit, c'est un homme rusé comme le diable. Mariez votre frère en annonçant que vous voulez rester fille pour laisser votre bien à vos neveux ou nièces. Vous atteignez d'un seul coup Pierrette et Gouraud, et vous verrez quelle mine il vous fera. Ah, c'est vrai, s'écria la vieille fille, je les tiens. Elle ira dans un magasin et n'aura rien. Elle est sans le sou. Qu'elle fasse comme nous, qu'elle travaille. Vinet sortit après avoir fait entrer son plan dans la tête de Sylvie, dont l'entêtement lui était connu. La vieille fille devait finir par croire que ce plan venait d'elle. Vinet trouva sur la place le colonel fumant un cigare et qui l'attendait. Halte, lui dit Gouraud. Vous m'avez démoli, mais il y a dans la démolition assez de pierres pour vous enterrer. Colonel. Il n'y a pas de colonel, je vais vous mener bon train. Et, d'abord, vous ne serez jamais député. Colonel. Je dispose de 10 voix, et l'élection dépend de. Colonel, écoutez-moi donc. N'y a-t-il que la vieille Sylvie? Je viens d'essayer de vous justifier. Vous êtes atteint et convaincu d'écrire à Pierrette. Elle vous a vu sortant de chez vous à minuit pour venir sous ses fenêtres. Bien trouvé. Elle va marier son frère à Bathilde et réserver sa fortune à leurs enfants. Rogron en aura-t-il? Oui, dit Vinet, mais je vous promets de vous trouver une jeune et agréable personne avec 150 000 francs. Êtes-vous fou? Pouvons-nous nous brouiller? Les choses ont, malgré moi, tourné contre vous, mais vous ne me connaissez pas. Eh bien, il faut se connaître, reprit le colonel. Faites-moi épouser une femme de 50 000 écus avant les élections, sinon votre serviteur. Je n'aime pas les mauvais coucheurs, et vous avez tiré à vous toute la couverture. Bonsoir. Vous verrez, dit Vinet, en serrant affectueusement la main au colonel. Vers 1 heure du matin, les 3 cris clairs et nets d'une chouette, admirablement bien imitée, retentirent sur la place. Pierrette les entendit dans son sommeil fiévreux. Elle se leva toute moite, ouvrit sa fenêtre, vit Brigaut et lui jeta un peloton de soie auquel il attacha une lettre. Sylvie, agitée par les événements de la soirée et par ses irrésolutions, ne dormait pas. Elle crut à la chouette. Ah, quel oiseau de mauvais augure! Mais tiens, Pierrette se lève? Qu'a-t-elle? En entendant ouvrir la fenêtre de la mansarde, Sylvie alla précipitamment à sa fenêtre et entendit le long de ses persiennes le frôlement du papier de Brigaut. Elle serra les cordons de sa camisole et monta lestement chez Pierrette, qu'elle trouva détortillant la soie et dégageant la lettre. Ah, je vous y prends, s'écria la vieille fille, en allant à la fenêtre et voyant Brigaut qui se sauvait à toutes jambes. Vous allez me donner cette lettre. Non, ma cousine, dit Pierrette, qui par une de ces immenses inspirations de la jeunesse, et soutenue par son âme, s'éleva jusqu'à la grandeur de la résistance que nous admirons dans l'histoire de quelques peuples réduits au désespoir. Ah, vous ne voulez pas? S'écria Sylvie en s'avançant vers sa cousine et lui montrant un horrible masque plein de haine et grimaçant de fureur. Pierrette se recula pour avoir le temps de mettre sa lettre dans sa main, qu'elle tint serrée par une force invincible. En voyant cette manœuvre, Sylvie empoigna dans ses pattes de homard la délicate, la blanche main de Pierrette et voulut la lui ouvrir. Ce fut un combat terrible, un combat infâme comme tout ce qui attente à la pensée, seul trésor que Dieu mette hors de toute puissance et garde comme un lien secret entre les malheureux et lui. Ces 2 femmes, l'une mourante et l'autre pleine de vigueur,
se regardèrent fixement. Les yeux de Pierrette lançaient à son bourreau ce regard du templier recevant dans la poitrine des coups de balancier en présence de Philippe le Bel, qui ne put soutenir ce rayon terrible et quitta la place foudroyé. Sylvie, femme et jalouse, répondait à ce regard magnétique par des éclairs sinistres. Un horrible silence régnait. Les doigts serrés de la Bretonne opposaient aux tentatives de sa cousine une résistance égale à celle d'un bloc d'acier. Sylvie torturait le bras de Pierrette, elle essayait d'ouvrir les doigts, et n'obtenant rien, elle plantait inutilement ses ongles dans la chair. Enfin, la rage s'en mêlant, elle porta ce poing à ses dents pour essayer de mordre les doigts et de vaincre Pierrette par la douleur. Pierrette la défiait toujours par le terrible regard de l'innocence. La fureur de la vieille fille s'accrut à un tel point qu'elle arriva jusqu'à l'aveuglement. Elle prit le bras de Pierrette et se mit à frapper le poing sur l'appui de la fenêtre, sur le marbre de la cheminée, comme quand on veut casser une noix pour en avoir le fruit. « Au secours, au secours !» cria Pierrette, « on me tue !»« Ah, tu cries, et je te prends avec un amoureux au milieu de la nuit ?» Et elle frappait sans pitié. « Au secours !» cria Pierrette, qui avait le poing en sang. En ce moment, des coups furent violemment frappés à la porte. Également lassées, les deux cousines s'arrêtèrent. Rogron, éveillé, inquiet, ne sachant ce dont il s'agissait, se leva, courut chez sa sœur et ne la vit pas. Il eut peur, descendit, ouvrit et fut comme renversé par Brigaut, suivi d'une espèce de fantôme. En ce moment même, les yeux de Sylvie aperçurent le corset de Pierrette. Elle se souvint d'y avoir senti des papiers. Elle sauta dessus comme un tigre sur sa proie, entortilla le corset autour de son poing et le lui montra en lui souriant comme un Iroquois sourit à son ennemi avant de le scalper. « Ah, je meurs !» dit Pierrette en tombant sur ses genoux. « Qui me sauvera ?» « Moi !» s'écria une femme en cheveux blancs qui offrit à Pierrette un vieux visage de parchemin où brillaient deux yeux gris. « Ah, grand'mère, tu arrives trop tard !» s'écria la pauvre enfant en fondant en larmes. Pierrette alla tomber sur son lit, abandonnée par ses forces et tuée par l'abattement qui, chez une malade, suivit une lutte si violente. Le grand fantôme desséché prit Pierrette dans ses bras comme les bonnes prennent les enfants et sortit suivi de Brigaut sans dire un seul mot à Sylvie, à laquelle elle lança la plus majestueuse accusation par un regard tragique. L'apparition de cette auguste vieille dans son costume breton, encapuchonnée de sa coiffe, qui est une sorte de pelisse en drap noir, accompagnée du terrible Brigaut, épouvanta Sylvie. Elle crut avoir vu la mort. La vieille fille descendit, entendit la porte se fermer et se trouva nez à nez avec son frère qui lui dit « Ils ne t'ont donc pas tué ?»« Couche-toi, dit Sylvie. Demain matin nous verrons ce que nous devons faire. » Elle se remit au lit, défit le corset et lut les deux lettres de Brigaut qui la confondirent. Elle s'endormit dans la plus étrange perplexité, ne se doutant pas de la terrible action à laquelle sa conduite devait donner lieu. Les lettres envoyées par Brigaut à madame veuve Lorrain l'avaient trouvée dans une joie ineffable et que leur lecture troubla. Cette pauvre septuagénaire mourait de chagrin de vivre sans Pierrette auprès d'elle. Elle se consolait de l'avoir perdue en croyant s'être sacrifiée aux intérêts de sa petite-fille. Elle avait un de ces cœurs toujours jeunes que soutient et anime l'idée du sacrifice. Son vieux mari, dont la seule joie était cette petite fille, avait regretté Pierrette. Tous les jours, il l'avait cherchée autour de lui. Ce fut une douleur de vieillard de laquelle les vieillards vivent et finissent par mourir. Chacun peut alors juger du bonheur que dut éprouver cette pauvre vieille confinée dans un hospice, en apprenant une de ces actions rares, mais qui cependant arrivent encore en France. Après ces désastres, François-Joseph Collinet, chef de la maison Collinet, était parti pour l'Amérique avec ses enfants. Il avait trop de cœur pour demeurer ruiné, sans crédit, à Nantes, au milieu des malheurs que sa faillite y causait. De 1814 à 1824, ce courageux négociant, aidé par ses enfants et par son caissier, qui lui resta fidèle et lui donna les premiers fonds, avait recommencé courageusement une autre fortune. Après des travaux inouïs couronnés par le succès, il vint, vers la 11e année,
se faire réhabiliter à Nantes en laissant son fils aîné à la tête de sa maison transatlantique. Il trouva madame Lorrain de Pen Hoël à Saint-Jacques et fut témoin de la résignation avec laquelle la plus malheureuse de ses victimes y supportait sa misère. Dieu vous pardonne, lui dit la vieille, puisque sur le bord de ma tombe vous me donnez les moyens d'assurer le bonheur de ma petite fille. Mais moi, je ne pourrai jamais faire réhabiliter mon pauvre homme. Monsieur Collinet apportait à sa créancière capital et intérêts au taux du commerce, environ 42 000 francs. Ses autres créanciers, commerçants actifs, riches, intelligents, s'étaient soutenus, tandis que le malheur des Lorrain parut irrémédiable au vieux Collinet, qui promit à la veuve de faire réhabiliter la mémoire de son mari, dès qu'il ne s'agissait que d'une 40 000 francs de plus. Quand la bourse de Nantes apprit ce trait de générosité réparatrice, on y voulut recevoir Collinet avant l'arrêt de la cour royale de Rennes. Mais le négociant refusa cet honneur et se soumit à la rigueur du code de commerce. Madame Lorrain avait donc reçu 42 000 francs la veille du jour où la poste lui apporta les lettres de Brigaut. En donnant sa quittance, son premier mot fut: je pourrai donc vivre avec ma Pierrette et la marier à ce pauvre Brigaut qui fera sa fortune avec mon argent. Elle ne tenait pas en place, elle s'agitait, elle voulait partir pour Provins. Aussi, quand elle eut lu les fatales lettres, s'élança-t-elle dans la ville comme une folle en demandant les moyens d'aller à Provins avec la rapidité de l'éclair. Elle partit par la malle quand on lui eut expliqué la célérité gouvernementale de cette voiture. À Paris, elle avait pris la voiture de Troyes, elle venait d'arriver à 11h30 chez Frappier, où Brigaut, à l'aspect du sombre désespoir de la vieille Bretonne, lui promit aussitôt de lui amener sa petite-fille, en lui disant en peu de mots l'état de Pierrette. Ce peu de mots effraya tellement la grand'mère qu'elle ne put vaincre son impatience. Elle courut sur la place. Quand Pierrette cria, la Bretonne eut le cœur atteint par ce cri tout aussi vivement que le fut celui de Brigaut. À eux deux, ils eussent sans doute réveillé tous les habitants si, par crainte, Rogron ne leur eût ouvert. Ce cri d'une jeune fille aux abois donna soudain à sa grand'mère autant de force que d'épouvante. Elle porta sa chère Pierrette jusque chez Frappier, dont la femme avait arrangé à la hâte la chambre de Brigaut pour la grand'mère de Pierrette. Ce fut donc dans ce pauvre logement, sur un lit à peine fait, que la malade fut déposée. Elle s'y évanouit, tenant encore son poing fermé, meurtri, sanglant, les ongles enfoncés dans la chair. Brigaut, Frappier, sa femme et la vieille contemplèrent Pierrette en silence, tous en proie à un étonnement indicible. Pourquoi sa main était-elle en sang fut le premier mot de la grand'mère. Pierrette, vaincue par le sommeil qui suit les grands déploiements de force et se sachant à l'abri de toute violence, déplia ses doigts. La lettre de Brigaut tomba comme une réponse. On a voulu lui prendre ma lettre, dit Brigaut en tombant à genoux et ramassant le mot qu'il avait écrit pour dire à sa petite amie de quitter tout doucement la maison des Rogron. Il baisa pieusement la main de cette martyre. Il y eut alors quelque chose qui fit frémir les menuisiers. Ce fut de voir la vieille Lorrain, ce spectre sublime, debout au chevet de son enfant. La terreur et la vengeance glissaient leurs flamboyantes expressions dans les milliers de rides qui fronçaient sa peau d'ivoire jauni. Ce front couvert de cheveux gris épars exprimait la colère divine. Elle lisait, avec cette puissance d'intuition départie au vieillard près de la tombe, toute la vie de Pierrette, à laquelle elle avait d'ailleurs pensé pendant son voyage. Elle devina la maladie de jeune fille qui menaçait de mort son enfant chéri. Deux grosses larmes péniblement nées dans ses yeux blancs et gris, auxquels les chagrins avaient arraché les cils et les sourcils, deux perles de douleur se formèrent, leur communiquèrent une épouvantable fraîcheur, grossirent et roulèrent sur les joues desséchées sans les mouiller. Ils me l'ont tuée, dit-elle enfin en joignant les mains. Elle tomba sur ses genoux, qui frappèrent 2 coups secs sur le carreau. Elle se mit à faire sans doute un vœu à sainte Anne dorée, la plus puissante des madones de la Bretagne. Un médecin de Paris, dit-elle à Brigaut. Cours-y, Brigaut, va. Elle le prit par l'épaule et le fit marcher par un geste de commandement despotique. J'allais venir, mon Brigaut, je suis riche, tiens,
s'écria-t-elle en le rappelant. Elle défit le cordon qui nouait les deux vestes de son casaquin sur sa poitrine. Elle en tira un papier où 42 billets de banque étaient enveloppés, et lui dit: prends ce qu'il te faut, ramène le plus grand médecin de Paris. Gardez, dit Frappier, il ne pourra pas changer un billet en ce moment. J'ai de l'argent, la diligence va passer, il y trouvera bien une place. Mais auparavant, ne vaudrait-il pas mieux consulter monsieur Martener, qui nous indiquerait un médecin à Paris? La diligence ne vient que dans 1 heure, nous avons le temps. Brigaut alla réveiller monsieur Martener. Il amena ce médecin qui ne fut pas peu surpris de savoir mademoiselle Lorrain chez Frappier. Brigaut lui expliqua la scène qui venait d'avoir lieu chez les Rogron. Le bavardage d'un amant au désespoir éclaira ce drame domestique au médecin sans qu'il en soupçonnât l'horreur ni l'étendue. Martener donna l'adresse du célèbre Horace Bianchon à Brigaut, qui partit avec son maître en entendant le bruit de la diligence. Monsieur Martener s'assit, examina d'abord les ecchymoses et les blessures de la main qui pendaient en dehors du lit. Elle ne s'est pas fait elle-même ses blessures, dit-il. Non, l'horrible fille à qui j'ai eu le malheur de la confier l'a massacrée, dit la grand'mère. Ma pauvre Pierrette criait: au secours, je meurs, à fendre le cœur à un bourreau. Mais pourquoi? dit le médecin en prenant le pouls de Pierrette. Elle est bien malade, reprit-il en approchant une lumière du lit. Ah, nous la sauverons difficilement, dit-il après avoir vu la face. Elle a dû bien souffrir, et je ne comprends pas comment on ne l'a pas soignée. Mon intention, dit la grand'mère, est de me plaindre à la justice. Des gens qui m'ont demandé ma petite-fille par une lettre, en se disant riches de 12 000 livres de rente, avaient-ils le droit d'en faire leur cuisinière, de lui faire des services au-dessus de ses forces? Ils n'ont donc pas voulu voir la plus visible des maladies auxquelles les jeunes filles sont parfois sujettes, et qui exigeaient les plus grands soins? S'écria monsieur Martener. Pierrette fut réveillée et par la lumière que madame Frappier tenait pour bien éclairer le visage, et par les horribles souffrances que la réaction morale de sa lutte lui causait à la tête. Ah, monsieur Martener, je suis bien mal, dit-elle de sa jolie voix. D'où souffrez-vous, ma petite amie? dit le médecin. Là, fit-elle en montrant le haut de sa tête au-dessus de l'oreille gauche. Il y a un dépôt? S'écria le médecin après avoir pendant longtemps palpé la tête et questionné Pierrette sur ses souffrances. Il faut tout nous dire, mon enfant, pour que nous puissions vous guérir. Pourquoi votre main est-elle ainsi? Ce n'est pas vous qui vous êtes fait de semblables blessures? Pierrette raconta naïvement son combat avec sa cousine Sylvie. Faites-la causer, dit le médecin à la grand'mère, et sachez bien tout. J'attendrai l'arrivée du médecin de Paris, et nous nous adjoindrons le chirurgien en chef de l'hôpital pour consulter. Tout ceci me paraît bien grave. Je vais vous faire envoyer une potion calmante que vous donnerez à mademoiselle pour qu'elle dorme. Elle a besoin de sommeil. Restée seule avec sa petite fille, la vieille bretonne se fit tout révéler en usant de son ascendant sur elle, en lui apprenant qu'elle était assez riche pour eux trois, et lui promettant que Brigaut resterait avec elle. La pauvre enfant confessa son martyre en ne devinant pas à quel procès elle allait donner lieu. Les monstruosités de ces deux êtres sans affection et qui ne savaient rien de la famille découvraient à la vieille femme des mondes de douleur aussi loin de sa pensée qu'ont pu l'être les mœurs des races sauvages de celles des premiers voyageurs qui pénétrèrent dans les savanes de l'Amérique. L'arrivée de sa grand'mère, la certitude d'être à l'avenir avec elle et riche, endormirent la pensée de Pierrette comme la potion lui endormit le corps. La vieille bretonne veilla sa petite fille en lui baisant le front, les cheveux et les mains, comme les saintes femmes durent baiser Jésus en le mettant au tombeau. Dès 9 heures du matin, monsieur Martener alla chez le président, auquel il raconta la scène de nuit entre Sylvie et Pierrette, puis les tortures morales et physiques, les sévices de tout genre que les Rogron avaient déployés sur leurs pupilles, et les 2 maladies mortelles qui s'étaient développées par suite de ces mauvais traitements. Le président envoya chercher le notaire Auffray, l'un des parents de Pierrette dans la ligne maternelle. En ce moment, la guerre entre le parti Vinet et le parti Tiphaine était à son apogée. Les propos que les Rogron et leurs adhérents faisaient courir dans province sur la liaison connue de madame Roguin avec le banquier du Tillet, sur les circonstances de la banqueroute du père de madame Tiphaine, un faussaire, disait-on,
atteignirent d'autant plus vivement le parti des Tiphaine que c'était de la médisance et non de la calomnie. Ces blessures allaient à fond de cœur, elles attaquaient les intérêts au vif. Ces discours, redits aux partisans des Tiphaine par les mêmes bouches qui communiquaient aux Rogron les plaisanteries de la belle madame Tiphaine et de ses amis, alimentaient les haines, désormais combinées, de l'élément politique. Les irritations que causait alors en France l'esprit de parti, dont les violences furent excessives, se liaient partout, comme à Provins, à des intérêts menacés, à des individualités blessées et militantes. Chacune de ces coteries saisissait avec ardeur ce qui pouvait nuire à la coterie rivale. L'animosité des partis se mêlait autant que l'amour-propre aux moindres affaires, qui souvent allaient fort loin. Une ville se passionnait pour certaines luttes et les étendait de toute la grandeur du débat politique. Ainsi, le président vit dans la cause entre Pierrette et les Rogron un moyen d'abattre, de déconsidérer, de déshonorer les maîtres de ce salon où s'élaboraient des plans contre la monarchie, où le journal de l'opposition avait pris naissance. Le procureur du roi fut mandé. Monsieur Lesourd, monsieur Auffray, le notaire, subrogé tuteur de Pierrette, et le président examinèrent alors dans le plus grand secret avec monsieur Martener la marche à suivre. Monsieur Martener se chargea de dire à la grand'mère de Pierrette de venir porter plainte au subrogé tuteur. Le subrogé tuteur convoquerait le conseil de famille et, armé de la consultation des 3 médecins, demanderait d'abord la destitution du tuteur. L'affaire ainsi posée arriverait au tribunal, et monsieur Lesourd verrait alors apporter l'affaire au criminel en provoquant une instruction. Vers midi, tout Provins était soulevé par l'étrange nouvelle de ce qui s'était passé pendant la nuit dans la maison Rogron. Les cris de Pierrette avaient été vaguement entendus sur la place, mais ils avaient peu duré. Personne ne s'était levé, seulement chacun s'était demandé: avez-vous entendu du bruit et des cris sur les 1 heure? Qu'était-ce? Les propos et les commentaires avaient si singulièrement grossi ce drame horrible que la foule s'amassa devant la boutique de Frappier, à qui chacun demanda des renseignements. Et le brave menuisier peignit l'arrivée chez lui de la petite, le poing ensanglanté, les doigts brisés. Vers 1 heure après-midi, la chaise de poste du docteur Bianchon, auprès de qui se trouvait Brigaut, s'arrêta devant la maison de Frappier, dont la femme alla prévenir à l'hôpital monsieur Martener et le chirurgien en chef. Ainsi, les propos de la ville reçurent une sanction. Les Rogron furent accusés d'avoir maltraité leur cousine à dessein et de l'avoir mise en danger de mort. La nouvelle atteignit Vinet au palais de justice. Il quitta tout et alla chez les Rogron. Rogron et sa sœur achevaient de déjeuner. Sylvie hésitait à dire à son frère sa déconvenue de la nuit et se laissait presser de questions sans y répondre autrement que par « Cela ne te regarde pas ». Elle allait et venait de sa cuisine à la salle à manger pour éviter la discussion. Elle était seule quand Vinet apparut. « Vous ne savez donc pas ce qui se passe ?» dit l'avocat. « Non, » dit Sylvie. « Vous allez avoir un procès criminel sur le corps, à la manière dont vont les choses à propos de Pierrette. » Un procès criminel, dit Rogron qui survint. Pourquoi? Comment? Avant tout, s'écria l'avocat en regardant Sylvie, expliquez-moi sans détour ce qui a eu lieu cette nuit, et comme si vous étiez devant Dieu, car on parle de couper le poing à Pierrette. Sylvie devint blême et frissonna. Il y a donc eu quelque chose, dit Vinet. Mademoiselle Rogron raconta la scène en voulant s'excuser, mais, pressée de questions, elle avoua les faits graves de cette horrible lutte. Si vous lui avez seulement fracassé les doigts, vous n'irez qu'en police correctionnelle, mais s'il faut lui couper la main, vous pouvez aller en cour d'assises. Les Tiphaine feront tout pour vous mener jusque-là. Sylvie, plus morte que vive, avoua sa jalousie et, ce qui fut plus cruel à dire, combien ses soupçons se trouvaient erronés. Quel procès, dit Vinet. Vous et votre frère, vous pouvez y périr, vous serez abandonné par bien des gens, même en le gagnant. Si vous ne triomphez pas, il faudra quitter Provins. Oh, mon cher monsieur Vinet, vous qui êtes un si grand avocat, dit Rogron épouvanté, conseillez-nous, sauvez-nous.
L'adroit Vinet porta la terreur de ces deux imbéciles au comble et déclara positivement que madame et mademoiselle de Chargebœuf hésiteraient à revenir chez eux. Être abandonné par ces dames serait une terrible condamnation. Enfin, après 1 heure de magnifiques manœuvres, il fut reconnu que, pour déterminer Vinet à sauver les Rogron, il devait avoir aux yeux de tout Provins un intérêt majeur à les défendre. Dans la soirée, le mariage de Rogron avec mademoiselle de Chargebœuf serait donc annoncé. Les bans seraient publiés dimanche, le contrat se ferait immédiatement chez Cournant, et mademoiselle Rogron y paraîtrait pour, en considération de cette alliance, abandonner par une donation entre vifs la nue propriété de ses biens à son frère. Vinet avait fait comprendre à Rogron et à sa sœur la nécessité d'avoir un contrat de mariage minuté 2 ou 3 jours avant cet événement, afin de compromettre madame et mademoiselle de Chargebœuf aux yeux du public et leur donner un motif de persister à venir dans la maison Rogron. Signez ce contrat, et je prends sur moi l'engagement de vous tirer d'affaire, dit l'avocat. Ce sera sans doute une terrible lutte, mais je m'y mettrai tout entier, et vous me devrez encore un fameux cierge. Ah oui, dit Rogron. Fin de la 46e section. 47e section de Scènes de la vie de province, tome 1. Les célibataires, première histoire, Pierrette, par Honoré de Balzac. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. À 11h30, l'avocat eut plein pouvoir et pour le contrat et pour la conduite du procès. À midi, le président fut saisi d'un référé intenté par Vinet contre Brigaut et madame veuve Lorrain pour avoir détourné la mineure Lorrain du domicile de son tuteur. Ainsi, le hardi Vinet se posait comme agresseur et mettait Rogron dans la position d'un homme irréprochable. Aussi en parla-t-il dans ce sens au palais. Le président remit à 4 heures à entendre les parties. Il est inutile de dire à quel point la petite ville de Provins était soulevée par ces événements. Le président savait qu'à 3 heures, la consultation des médecins serait terminée. Il voulait que le subrogé tuteur, parlant pour l'aïeul, se présentât armé de cette pièce. L'annonce du mariage de Rogron avec la belle Bathilde de Chargebœuf et des avantages que Sylvie faisait au contrat aliéna soudain 2 personnes au Rogron, mademoiselle Habert et le colonel, qui tous deux virent leurs espérances anéanties. Céleste Habert et le colonel restèrent ostensiblement attachés au Rogron, mais pour leur nuire plus sûrement. Ainsi, dès que monsieur Martener révéla l'existence d'un dépôt à la tête de la pauvre victime des 2 Merciers, Céleste et le colonel parlèrent du coup que Pierrette s'était donné pendant la soirée où Sylvie l'avait contrainte à quitter le salon, et rappelèrent les cruelles et barbares exclamations de mademoiselle Rogron. Ils racontèrent les preuves d'insensibilité données par cette vieille fille envers sa pupille souffrante. Ainsi, les amis de la maison admirent des torts graves en paraissant défendre Sylvie et son frère. Vinet avait prévu cet orage. Mais la fortune des Rogron allait être acquise à mademoiselle de Chargebœuf, et il se promettait dans quelques semaines de lui voir habiter la jolie maison de la place et de régner avec elle sur Provins, car il méditait déjà des fusions avec les Bréauté dans l'intérêt de ses ambitions. Depuis midi jusqu'à 4 heures, toutes les femmes du parti Tiphaine, les Garceland, les Guépin, les Julliard, Galardon, Guénée, la sous-préfète envoyèrent savoir des nouvelles de mademoiselle Lorrain. Pierrette ignorait entièrement le tapage fait en ville à son sujet. Elle éprouvait, au milieu de ses vives souffrances, un ineffable bonheur à se trouver entre sa grand'mère et Brigaut, les objets de ses affections. Brigaut avait constamment les yeux pleins de larmes, et la grand'mère cajolait sa chère petite-fille. Dieu sait si l'aïeule fit grâce aux 3 hommes de science d'aucun des détails qu'elle avait obtenus de Pierrette sur sa vie dans la maison Rogron. Horace Bianchon exprima son indignation en termes véhéments. Épouvanté d'une semblable barbarie, il exigea que les autres médecins de la ville fussent mandés, en sorte que monsieur Néraud fût présent et invité, comme ami de Rogron, à contredire s'il y avait lieu les terribles conclusions de la consultation qui, malheureusement pour les Rogron, fut rédigée à l'unanimité.
Néraud, qui déjà passait pour avoir fait mourir de chagrin la grand'mère de Pierrette, était dans une fausse position de laquelle profita l'adroit Martener, enchanté d'accabler les Rogron et de compromettre en ceci monsieur Néraud, son antagoniste. Il est inutile de donner le texte de cette consultation, qui fut encore une des pièces du procès. Si les termes de la médecine de Molière étaient barbares, ceux de la médecine moderne ont l'avantage d'être si clairs que l'explication de la maladie de Pierrette, quoique naturelle et malheureusement commune, effraierait les oreilles. Cette consultation était d'ailleurs péremptoire, appuyée par un nom aussi célèbre que celui d'Horace Bianchon. Après l'audience, le président resta sur son siège en voyant la grand'mère de Pierrette, accompagnée de monsieur Auffray, de Brigaut et d'une foule nombreuse. Vinet était seul. Ce contraste frappa l'audience, qui fut grossie d'un grand nombre de curieux. Vinet, qui avait gardé sa robe, leva vers le président sa face froide, en assurant ses besicles sur ses yeux verts, puis, de sa voix grêle et persistante, il exposa que des étrangers s'étaient introduits nuitamment chez monsieur et mademoiselle Rogron et y avaient enlevé la mineure Lorrain. Force devait rester au tuteur, qui réclamait sa pupille. Monsieur Auffray se leva, comme subrogé tuteur, et demanda la parole. Si monsieur le président, dit-il, veut prendre communication de cette consultation émanée d'un des plus savants médecins de Paris et de tous les médecins et chirurgiens de Provins, il comprendra combien la réclamation du sieur Rogron est insensée et quel motif grave portait l'aïeul de la mineure à l'enlever immédiatement à ses bourreaux. Voici le fait. Une consultation délibérée à l'unanimité par un illustre médecin de Paris mandé en toute hâte et par tous les médecins de cette ville attribue l'état presque mortel où se trouve la mineure au mauvais traitement qu'elle a reçu des sieur et demoiselles Rogron. En droit, le conseil de famille sera convoqué dans le plus bref délai et consulté sur la question de savoir si le tuteur doit être destitué de sa tutelle. Nous demandons que la mineure ne rentre pas au domicile de son tuteur et soit confiée aux membres de la famille qu'il plaira à monsieur le président de désigner. Vinet voulut répliquer en disant que la consultation devait lui être communiquée afin de la contredire. Non pas à la partie de Vinet, dit sévèrement le président, mais peut-être à monsieur le procureur du roi. La cause est entendue. Le président écrivit au bas de la requête l'ordonnance suivante. Attendu que, d'une consultation délibérée à l'unanimité par des médecins de cette ville et par le docteur Bianchon, docteur de la faculté de médecine de Paris, il résulte que la mineure Lorrain, réclamée par Rogron, son tuteur, est dans un état de maladie extrêmement grave, amené par de mauvais traitements et des sévices exercés sur elle au domicile du tuteur et par sa sœur. Nous, président du tribunal de première instance de Provins, statuant sur la requête, ordonnons que, jusqu'à la délibération du conseil de famille, qui, suivant la déclaration du subrogé tuteur, sera convoqué, la mineure ne réintégrera pas le domicile pupillaire et sera transférée dans la maison du subrogé tuteur. Subsidiairement, attendu l'état où se trouve la mineure et les traces de violence qui, d'après la consultation des médecins, existent sur sa personne, commettons le médecin en chef et le chirurgien en chef de l'hôpital de Provins pour la visiter et, dans le cas où les sévices seraient constants, faisons toute réserve de l'action du ministère public, et ce, sans préjudice de la voie civile prise par Auffray, subrogé tuteur. Cette terrible ordonnance fut prononcée par le président Tiphaine à haute et intelligible voix. Pourquoi pas les galères tout de suite, dit Vinet. Et tout ce bruit pour une petite fille qui entretenait une intrigue avec un garçon menuisier? Si l'affaire marche ainsi, s'écria-t-il insolemment, nous demanderons d'autres juges pour cause de suspicion légitime. Vinet quitta le palais et alla chez les principaux organes de son parti expliquer la situation de Rogron, qui n'avait jamais donné une chiquenaude à sa cousine et dans qui le tribunal voyait, dit-il, moins le tuteur de Pierrette que le grand électeur de Provins. À l'entendre, les Tiphaine faisaient grand bruit de rien. La montagne accoucherait d'une souris. Sylvie, fille éminemment sage et religieuse, avait découvert une intrigue entre la pupille de son frère et un petit ouvrier menuisier, un breton nommé Brigaut. Ce drôle savait très bien que la petite fille allait avoir une fortune de sa grand'mère, il voulait la suborner.
Vinet osait parler de subornation. Mademoiselle Rogron, qui tenait des lettres où éclatait la perversité de cette petite fille, n'était pas aussi blâmable que les Tiphaine voulaient le faire croire. Au cas où elle se serait permis une violence pour obtenir une lettre, ce qu'il expliquait d'ailleurs par l'irritation que l'entêtement breton avait causée à Sylvie, en quoi Rogron était-il répréhensible? L'avocat fit alors de ce procès une affaire de parti et sut lui donner une couleur politique. Aussi, dès cette soirée, y eut-il des divergences dans l'opinion publique. Qui n'entend qu'une cloche n'a qu'un son, disaient les gens sages. Avez-vous écouté Vinet? Vinet explique très bien les choses. La maison de Frappier avait été jugée inhabitable pour Pierrette, à cause des douleurs que le bruit y causerait à la tête. Le transport de là, chez le subrogé-tuteur, était aussi nécessaire médicalement que judiciairement. Ce transport se fit avec des précautions inouïes et calculées pour produire un grand effet. Pierrette fut mise sur un brancard avec force matelas, porté par deux hommes, accompagnés d'une sœur grise qui avait à la main un flacon d'éther, suivi de sa grand'mère, de Brigaut, de madame Auffray et de sa femme de chambre. Il y eut du monde aux fenêtres et sur les portes pour voir passer ce cortège. Certes, l'état dans lequel était Pierrette, sa blancheur de mourante, tout donnait d'immenses avantages au parti contraire aux Rogron. Les Auffray tinrent à prouver à toute la ville combien le président avait eu raison de rendre son ordonnance. Pierrette et la grand'mère furent installées au second étage de la maison de monsieur Auffray. Le notaire et sa femme leur prodiguèrent les soins de l'hospitalité la plus large. Ils y mirent du faste. Pierrette eut sa grand'mère pour garde-malade, et monsieur Martener vint la visiter avec le chirurgien le soir même. Dès cette soirée, les exagérations commencèrent donc de part et d'autre. Le salon des Rogron fut plein. Vinet avait travaillé le parti libéral à ce sujet. Les deux dames de Chargebœuf dînèrent chez les Rogron, car le contrat devait y être signé le soir. Dans la matinée, Vinet avait fait afficher les bans à la mairie. Il traita de misère l'affaire relative à Pierrette. Si le tribunal de Provins y portait de la passion, la cour royale saurait apprécier les faits, disait-il, et les Auffray regarderaient à deux fois avant de se jeter dans un pareil procès. L'alliance de Rogron avec les Chargebœuf fut une considération énorme aux yeux d'un certain monde. Chez eux, les Rogron étaient blancs comme neige, et Pierrette était une petite fille excessivement perverse, un serpent réchauffé dans leur sein. Dans le salon de madame Tiphaine, on se vengeait des horribles médisances que le parti Vinet avait dites depuis 2 ans. Les Rogron étaient des monstres, et le tuteur irait en cour d'assises. Sur la place, Pierrette se portait à merveille. Dans la haute ville, elle mourait infailliblement. Chez Rogron, elle avait des égratignures aux poignets. Chez madame Tiphaine, elle avait les doigts brisés. On allait lui en couper un. Le lendemain, le courrier de Provins contenait un article extrêmement adroit, bien écrit, un chef-d'œuvre d'insinuations mêlées de considérations judiciaires et qui mettait déjà Rogron hors de cause. La Ruche, qui d'abord paraissait 2 jours après, ne pouvait répondre sans tomber dans la diffamation, mais on y répliqua que, dans une affaire semblable, le mieux était de laisser son cours à la justice. Le conseil de famille fut composé par le juge de paix du canton de Provins, président légal, premièrement de Rogron et des 2 messieurs Auffray, les plus proches parents, puis de monsieur Cyprès, neveu de la grand'mère maternelle de Pierrette. Il leur adjoignit monsieur Habert, le confesseur de Pierrette, et le colonel Gouraud, qui s'était toujours donné pour un camarade du colonel Lorrain. On applaudit beaucoup à l'impartialité du juge de paix, qui comprenait dans le conseil de famille monsieur Habert et le colonel Gouraud, que tout Provins croyait très amis des Rogron. Dans la circonstance grave où se trouvait Rogron, il demanda l'assistance de maître Vinet au conseil de famille. Par cette manœuvre, évidemment conseillée par Vinet, Rogron obtint que le conseil de famille ne s'assemblerait que vers la fin du mois de décembre. À cette époque, le président et sa femme furent établis à Paris chez madame Roguin, à cause de la convocation des chambres. Ainsi, le parti ministériel se trouva sans son chef. Vinet avait déjà sourdement pratiqué le bonhomme des Fondrilles. Le juge d'instruction
au cas où l'affaire prendrait le caractère correctionnel ou criminel que le président avait essayé de lui donner. Vinet plaida l'affaire pendant 3 heures devant le conseil de famille. Il y établit une intrigue entre Brigaut et Pierrette afin de justifier les sévérités de mademoiselle Rogron. Il démontra combien le tuteur avait agi naturellement en laissant sa pupille sous le gouvernement d'une femme. Il appuya sur la non-participation de son client à la manière dont l'éducation de Pierrette était entendue par Sylvie. Malgré les efforts de Vinet, le conseil fut à l'unanimité d'avis de retirer la tutelle à Rogron. On désigna pour tuteur monsieur Auffray et monsieur Cyprès pour subrogé-tuteur. Le conseil de famille entendit Adèle, la servante, qui chargea ses anciens maîtres. Mademoiselle Habert, qui raconta les propos cruels tenus par mademoiselle Rogron dans la soirée où Pierrette s'était donné le furieux coup entendu par tout le monde, et l'observation faite sur la santé de Pierrette par madame de Chargebœuf. Brigaut produisit la lettre qu'il avait reçue de Pierrette et qui prouvait leur mutuelle innocence. Il fut démontré que l'état déplorable dans lequel se trouvait la mineure venait d'un défaut de soin du tuteur, responsable de tout ce qui concernait sa pupille. La maladie de Pierrette avait frappé tout le monde, et même les personnes de la ville étrangères à la famille. L'accusation de sévices fut donc maintenue contre Rogron. L'affaire allait devenir publique. Conseillé par Vinet, Rogron se rendit opposant à l'homologation de la délibération du conseil de famille par le tribunal. Le ministère public intervint, attendu la gravité croissante de l'état pathologique où se trouvait Pierrette Lorrain. Ce procès curieux, quoique promptement mis au rôle, ne vint en ordre utile que vers le mois de mars 1828. Le mariage de Rogron avec mademoiselle de Chargebœuf s'était alors célébré. Sylvie habitait le 2e étage de sa maison où des dispositions avaient été faites pour la loger ainsi que madame de Chargebœuf, car le 1er étage fut entièrement affecté à madame Rogron. La belle madame Rogron succéda dès lors à la belle madame Tiphaine. L'influence de ce mariage fut énorme. On ne vint plus dans le salon de mademoiselle Sylvie, mais chez la belle madame Rogron. Soutenu par sa belle-mère et appuyé par les banquiers royalistes du Tillet et Nucingen, le président Tiphaine eut occasion de rendre service au ministère. Il fut un des orateurs du centre les plus estimés, devint juge au tribunal de première instance de la Seine et fit nommer son neveu, Lesourd, président du tribunal de Provins. Cette nomination froissa beaucoup le juge des Fondrilles, toujours archéologue et plus que jamais suppléant. Le garde des Sceaux envoya l'un de ses protégés à la place de Lesourd. L'avancement de monsieur Tiphaine n'en produisit donc aucun dans le tribunal de Provins. Vinet exploita très habilement ces circonstances. Il avait toujours dit aux gens de Provins qu'il servait de marchepied aux grandeurs de la rusée madame Tiphaine. Le président se jouait de ses amis. Madame Tiphaine méprisait in petto la ville de Provins et n'y reviendrait jamais. Monsieur Tiphaine père mourut. Son fils hérita de la terre du Fail et vendit sa belle maison de la ville haute à monsieur Julliard. Cette vente prouva combien il comptait peu revenir à Provins. Vinet eut raison. Vinet avait été prophète. Ces faits eurent une grande influence sur le procès relatif à la tutelle de Rogron. Ainsi, l'épouvantable martyre exercé brutalement sur Pierrette par 2 imbéciles tyrans, et qui dans ses conséquences médicales mettait monsieur Martener, approuvé par le docteur Bianchot, dans le cas d'ordonner la terrible opération du trépan, ce drame horrible, réduit aux proportions judiciaires, tombait dans le gâchis immonde qui s'appelle au palais la forme. Ce procès traînait dans les délais, dans le lacis inextricable de la procédure, arrêté par les ambages d'un odieux avocat, tandis que Pierrette, calomniée, languissait et souffrait les plus épouvantables douleurs connues en médecine. Ne fallait-il pas expliquer ces singuliers revirements de l'opinion publique et la marche lente de la justice avant de revenir dans la chambre où elle vivait, où elle mourait? Monsieur Martener, de même que la famille Auffray, fut en peu de jours séduit par l'adorable caractère de Pierrette et par la vieille Bretonne, dont les sentiments, les idées, les façons étaient empreintes d'une antique couleur romaine. Cette matrone du Marais ressemblait à une femme de Plutarque. Le médecin voulut disputer cette proie à la mort,
car dès le premier jour le médecin de Paris et le médecin de province regardèrent Pierrette comme perdue. Il y eut entre le mal et le médecin, soutenu par la jeunesse de Pierrette, un de ces combats que les médecins seuls connaissent et dont la récompense, en cas de succès, n'est jamais ni dans le prix vénal des soins, ni chez le malade. Elle se trouve dans la douce satisfaction de la conscience et dans je ne sais quelle palme idéale et invisible, recueillie par les vrais artistes après le contentement que leur cause la certitude d'avoir fait une belle œuvre. Le médecin tend au bien comme l'artiste tend au beau, poussé par un admirable sentiment que nous nommons la vertu. Ce combat de tous les jours avait éteint chez cet homme de province les mesquines irritations de la lutte engagée entre le parti Vinet et le parti des Tiphaine. Ainsi qu'il arrive aux hommes qui se trouvent tête à tête avec une grande misère à vaincre. Monsieur Martener avait commencé par vouloir exercer son état à Paris. Mais l'atroce activité de cette ville, l'insensibilité que finissent par donner aux médecins le nombre effrayant de malades et la multiplicité des cas graves, avaient épouvanté son âme douce et faite pour la vie de province. Il était d'ailleurs sous le joug de sa jolie patrie. Aussi revint-il à Provins s'y marier, s'y établir et y soigner presque affectueusement une population qu'il pouvait considérer comme une grande famille. Il affecta, pendant tout le temps que dura la maladie de Pierrette, de ne point parler de sa malade. Sa répugnance à répondre quand chacun lui demandait des nouvelles de la pauvre petite était si visible qu'on cessa de le questionner à ce sujet. Pierrette fut pour lui ce qu'elle devait être, un de ces poèmes mystérieux et profonds, vastes en douleur, comme il s'en trouve dans la terrible existence des médecins. Il éprouvait pour cette délicate jeune fille une admiration dans le secret de laquelle il ne voulut mettre personne. Ce sentiment du médecin, pour sa malade, s'était, comme tous les sentiments vrais, communiqué à monsieur et madame Auffray, dont la maison devint, tant que Pierrette y fut, douce et silencieuse. Les enfants qui jadis avaient fait de si bonnes parties de jeu avec Pierrette s'entendirent avec la grâce de l'enfance pour n'être ni bruyants ni importuns. Ils mirent leur honneur à être bien sages, parce que Pierrette était malade. La maison de monsieur Auffray se trouve dans la ville haute, au-dessous des ruines du château, où elle est bâtie dans une des marges de terrain produites par le bouleversement des anciens remparts. De là, les habitants ont la vue de la vallée en se promenant dans un petit jardin fruitier enclos de gros murs, d'où l'on plonge sur la ville. Les toits des autres maisons arrivent au cordon extérieur du mur qui soutient ce jardin. Le long de cette terrasse est une allée qui aboutit à la porte-fenêtre du cabinet de monsieur Auffray. Au bout s'élève un berceau de vigne et un figuier, sous lesquels il y a une table ronde, un banc et des chaises peints en vert. On avait donné à Pierrette une chambre au-dessus du cabinet de son nouveau tuteur. Madame Lorrain y couchait sur un lit de sangle auprès de sa petite-fille. De sa fenêtre, Pierrette pouvait donc voir la magnifique vallée de Provins qu'elle connaissait à peine. Elle était sortie si rarement de la fatale maison des Rogron. Quand il faisait beau temps, elle aimait à se traîner au bras de sa grand'mère jusqu'à ce berceau. Brigaut, qui ne faisait plus rien, venait voir sa petite amie 3 fois par jour. Il était dévoré par une douleur qui le rendait sourd à la vie. Il guettait avec la finesse d'un chien de chasse monsieur Martener. Il l'accompagnait toujours et sortait avec lui. Vous imagineriez difficilement les folies que chacun faisait pour la chère petite malade. Ivre de désespoir, la grand'mère cachait son désespoir. Elle montrait à sa petite-fille le visage riant qu'elle avait à peine au elle. Dans son désir de se faire illusion, elle lui arrangeait et lui mettait le bonnet national avec lequel Pierrette était arrivée à Provins. La jeune malade lui paraissait ainsi se mieux ressembler à elle-même. Elle était délicieuse à voir, le visage entouré de cette auréole de batiste bordée de dentelle empesée. Sa tête, blanche de la blancheur du biscuit, son front, auquel la souffrance imprimait un semblant de pensée profonde, la pureté des lignes amaigries par la maladie, la lenteur du regard et la fixité des yeux par instants, tout faisait de Pierrette un admirable chef-d'œuvre de mélancolie. Aussi, l'enfant était-elle servie avec une sorte de fanatisme. On la voyait si douce, si tendre et si aimante. Madame Martener
avait envoyé son piano chez sa sœur, madame Auffray, dans la pensée d'amuser Pierrette, à qui la musique causa des ravissements. C'était un poème que de la regarder écoutant un morceau de Weber, de Beethoven ou d'Hérold, les yeux levés, silencieuse, et regrettant sans doute la vie qu'elle sentait lui échapper. Le curé Péroux et monsieur Habert, ces deux consolateurs religieux, admiraient sa pieuse résignation. N'est-ce pas un fait remarquable et digne également, et de l'attention des philosophes et de celle des indifférents, que la perfection séraphique des jeunes filles et des jeunes gens marqués en rouge par la mort dans la foule, comme de jeunes arbres dans une forêt? Qui a vu l'une de ces morts sublimes ne saurait rester ou devenir incrédule. Ces êtres exhalent comme un parfum céleste, leur regard parle de Dieu, leur voix est éloquente dans les plus indifférents discours, et souvent elle sonne comme un instrument divin, exprimant les secrets de l'avenir. Quand monsieur Martener félicitait Pierrette d'avoir accompli quelque difficile prescription, cet ange disait, en présence de tous, et avec quel regard: je désire vivre, cher monsieur Martener, moins pour moi que pour ma grand'mère, pour mon Brigaut et pour vous tous, que ma mort affligerait. La première fois qu'elle se promena dans le mois de novembre par le beau soleil de la Saint-Martin, accompagnée de toute la maison, et que madame Auffray lui demanda si elle était fatiguée: maintenant que je n'ai plus à supporter d'autres souffrances que celles envoyées par Dieu, je puis y suffire. Je trouve dans le bonheur d'être aimée la force de souffrir. Ce fut la seule fois que d'une manière détournée elle rappela son horrible martyre chez les Rogron, desquels elle ne parlait point, et leur souvenir devait lui être si pénible que personne ne parlait d'eux. Chère madame Auffray, lui dit-elle un jour, à midi sur la terrasse en contemplant la vallée éclairée par un beau soleil et parée des belles teintes rousses de l'automne, mon agonie chez vous m'aura donné plus de bonheur que ces 3 dernières années. Madame Auffray regarda sa sœur, madame Martener, et lui dit à l'oreille: comme elle aurait aimé. En effet, l'accent, le regard de Pierrette donnaient à sa phrase une indicible valeur. monsieur Martener entretenait une correspondance avec le docteur Bianchon et ne tentait rien de grave sans ses approbations. Il espérait d'abord établir le cours voulu par la nature, puis faire dériver le dépôt à la tête par l'oreille. Plus vives étaient les douleurs de Pierrette, plus il concevait d'espérance. Il obtint de légers succès sur le premier point, et ce fut un grand triomphe. Pendant quelques jours, l'appétit de Pierrette revint et se satisfit de mets substantiels pour lesquels sa maladie lui donnait jusqu'alors une répugnance caractéristique. La couleur de son teint changea, mais l'état de la tête était horrible. Aussi le docteur supplia-t-il le grand médecin, son conseil, de venir. Bianchon vint, resta 2 jours à Provins et décida une opération. Il épousa toutes les sollicitudes du pauvre Martener et alla chercher lui-même le célèbre Desplein. Ainsi, l'opération fut faite par le plus grand chirurgien des temps anciens et modernes, mais ce terrible aruspice dit à Martener en s'en allant avec Bianchon, son élève le plus aimé: vous ne la sauverez que par un miracle. Comme vous l'a dit Horace, la carie des os est commencée. À cet âge, les os sont encore si tendres. Fin de la 47e section. 48e section de Scènes de la vie de province, tome 1. Les célibataires. Première histoire, Pierrette, par Honoré de Balzac. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. L'opération avait eu lieu dans le commencement du mois de mars 1828. Pendant tout le mois, effrayé des douleurs épouvantables que souffrait Pierrette, monsieur Martener fit plusieurs voyages à Paris. Il y consultait Desplein et Bianchon, auxquels il alla jusqu'à proposer une opération dans le genre de celle de la lithotritie, et qui consistait à introduire dans la tête un instrument creux, à l'aide duquel on essaierait l'application d'un remède héroïque pour arrêter les progrès de la carie. L'audacieux Desplein n'osa pas tenter ce coup de main chirurgical que le désespoir avait inspiré à Martener. Aussi, quand le médecin revint de son dernier voyage à Paris, parut-il à ses amis chagrin et morose. Il dut annoncer par une fatale soirée à la famille Auffray, à madame Lorrain,
au confesseur et à Brigaut réunis, que la science ne pouvait plus rien pour Pierrette, dont le salut était seulement dans la main de Dieu. Ce fut une horrible consternation. La grand'mère fit un vœu et pria le curé de dire tous les matins, au jour, avant le lever de Pierrette, une messe à laquelle elle et Brigaut assistèrent. Le procès se plaidait. Pendant que la victime des Rogron se mourait, Vinet la calomniait au tribunal. Le triomphal homologua la délibération du conseil de famille, et l'avocat interjeta sur-le-champ appel. Le nouveau procureur du roi fit un réquisitoire qui détermina une instruction. Rogron et sa sœur furent obligés de donner caution pour ne pas aller en prison. L'instruction exigeait l'interrogatoire de Pierrette. Quand monsieur Desfondrilles vint chez Auffray, Pierrette était à l'agonie. Elle avait son confesseur à son chevet, elle allait être administrée. Elle suppliait en ce moment même la famille assemblée de pardonner à son cousin et à sa cousine, ainsi qu'elle le faisait elle-même, en disant avec un admirable bon sens que le jugement de ces choses appartenait à Dieu seul. Grand'mère, dit-elle, laisse tout ton bien à Brigaut. Brigaut fondait en larmes. Et, dit Pierrette, en continuant, donne 1000 francs à cette bonne Adèle qui me bassinait mon lit en cachette. Si elle était restée chez mes cousins, je vivrais. Ce fut à 3 heures, le mardi de Pâques, par une belle journée, que ce petit ange cessa de souffrir. Son héroïque grand'mère voulut la garder pendant la nuit, avec les prêtres, et la coudre de ses vieilles mains roides dans le linceul. Vers le soir, Brigaut quitta la maison Auffray, descendit chez Frappier. « Je n'ai pas besoin, mon pauvre garçon, de te demander des nouvelles, lui dit le menuisier. Père Frappier, oui, c'est fini pour elle, et non pas pour moi. » L'ouvrier jeta sur tout le bois de la boutique des regards à la fois sombres et perspicaces. « Je te comprends, Brigaut, dit le bonhomme Frappier. Tiens, voilà ce qu'il te faut. » Et il lui montra des planches en chêne de 2 pouces. « Ne m'aidez pas, monsieur Frappier, dit le breton. Je veux tout faire moi-même. » Brigaut passa la nuit à raboter et ajusta la bière de Pierrette, et plus d'une fois il enleva d'un seul coup de rabot un ruban de bois humide de ses larmes. Le bonhomme Frappier le regardait faire en fumant. Il ne lui dit que ces 2 mots quand son premier garçon assembla les 4 morceaux. « Fais donc le couvercle à coulisse. Ses pauvres parents ne l'entendront pas clouer. » Au jour, Brigaut alla chercher le plomb nécessaire pour doubler la bière. Par un hasard extraordinaire, les feuilles de plomb coûtèrent exactement la somme qu'il avait donnée à Pierrette pour son voyage de Nantes à Provins. Ce courageux breton, qui avait résisté à l'horrible douleur de faire lui-même la bière de sa chère compagne d'enfance, en doublant ses funèbres planches de tous ses souvenirs, ne tint pas à ce rapprochement. Il défaillit et ne put emporter le plomb. Le plombier l'accompagna en lui offrant d'aller avec lui pour souder la 4e feuille, une fois que le corps serait mis dans le cercueil. Le breton brûla le rabot et tous les outils qui lui avaient servi. Il fit ses comptes avec Frappier et lui dit adieu. L'héroïsme avec lequel ce pauvre garçon s'occupait, comme la grand'mère, à rendre les derniers devoirs à Pierrette, le fit intervenir dans la scène suprême qui couronna la tyrannie des Rogron. Brigaut et le plombier arrivèrent assez à temps chez monsieur Auffray pour décider par leur force brutale une infâme et horrible question judiciaire. La chambre mortuaire, pleine de monde, offrit aux 2 ouvriers un singulier spectacle. Les Rogron s'étaient dressés, hideux, auprès du cadavre de leur victime pour la torturer encore après sa mort. Le corps sublime de beauté de la pauvre enfant gisait sur le lit de sangle de sa grand'mère. Pierrette avait les yeux fermés, les cheveux en bandeaux, le corps cousu dans un gros drap de coton. Devant ce lit, les cheveux en désordre, à genoux, les mains étendues, le visage en feu, la vieille Lorrain criait « Non, non, cela ne se fera pas !» Au pied du lit était le tuteur, monsieur Auffray, le curé Péroux et monsieur Habert. Les cierges brûlaient encore. Devant la grand'mère était le chirurgien de l'hospice et monsieur Néraud, appuyé de l'épouvantable et doucereux Vinet. Il y avait un huissier. Le chirurgien de l'hospice était revêtu de son tablier de dissection. Un de ses aides avait défait sa trousse et lui présentait un couteau à disséquer.
Cette scène fut troublée par le bruit du cercueil que Brigaut et le plombier laissèrent tomber. Car Brigaut, qui marchait le premier, fut saisi d'épouvante à l'aspect de la vieille Lorrain qui pleurait. Qu'y a-t-il demanda Brigaut, en se plaçant à côté de la vieille grand'mère et serrant convulsivement un ciseau qu'il apportait. Il y a, dit la vieille, il y a, Brigaut, qu'ils veulent ouvrir le corps de mon enfant, lui fendre la tête, lui crever le cœur après sa mort comme pendant sa vie. Qui fit Brigaut d'une voix à briser le tympan des gens de justice. Les Rogron. Par le saint nom de Dieu. Un moment, Brigaut, dit monsieur Auffray en voyant le Breton brandissant son ciseau. Monsieur Auffray, dit Brigaut, pâle autant que la jeune morte, je vous écoute parce que vous êtes monsieur Auffray, mais en ce moment je n'écouterai pas. La justice, dit Auffray. Est-ce qu'il y a une justice s'écria le Breton. La justice, la voilà, dit-il en menaçant l'avocat, le chirurgien et l'huissier de son ciseau qui brillait au soleil. Mon ami, dit le curé, la justice a été invoquée par l'avocat de monsieur Rogron, qui est sous le coup d'une accusation grave, et il est impossible de refuser à un inculpé les moyens de se justifier. Selon l'avocat de monsieur Rogron, si la pauvre enfant que voici succombe à son abcès dans la tête, son ancien tuteur ne saurait être inquiété, car il est prouvé que Pierrette a caché pendant longtemps le coup qu'elle s'était donné. Assez, dit Brigaut. Mon client, dit Vinet. Ton client, s'écria le Breton, ira dans l'enfer et moi sur l'échafaud, car si quelqu'un de vous fait mine de toucher à celle que ton client a tuée, et si le carabin ne rentre pas son outil, je le tue net. Il y a rébellion, dit Vinet, nous allons en instruire le juge. Les 5 étrangers se retirèrent. Oh mon fils, dit la vieille en se dressant et sautant au cou de Brigaut, ensevelissons-la bien vite, ils reviendront. Une fois le plomb scellé, dit le plombier, ils n'oseront peut-être plus. Monsieur Auffray courut chez son beau-frère, monsieur Lesourd, pour tâcher d'arranger cette affaire. Vinet ne voulait pas autre chose. Une fois Pierrette morte, le procès relatif à la tutelle, qui n'était pas jugé, se trouvait éteint sans que personne pût en arguer pour ou contre les Rogron. La question demeurait indécise. Aussi l'adroit Vinet avait-il bien prévu l'effet que sa requête allait produire. À midi, monsieur Desfondrilles fit son rapport au tribunal sur l'instruction relative à Rogron, et le tribunal rendit un jugement de non-lieu parfaitement motivé. Rogron n'osa pas se montrer à l'enterrement de Pierrette, auquel assista toute la ville. Vinet avait voulu l'y entraîner, mais l'ancien mercier eut peur d'exciter une horreur universelle. Brigaut quitta Provins après avoir vu combler la fosse où Pierrette fut enterrée, et alla de son pied à Paris. Il écrivit une pétition à la Dauphine pour, en considération du nom de son père, entrer dans la garde royale, où il fut aussitôt admis. Quand se fit l'expédition d'Alger, il écrivit encore à la Dauphine pour obtenir d'être employé. Il était sergent, le maréchal Bourmont le nomma sous-lieutenant dans la ligne. Le fils du major se conduisit en homme qui voulait mourir. La mort a jusqu'à présent respecté Jacques Brigaut, qui s'est distingué dans toutes les expéditions récentes sans y trouver une blessure. Il est aujourd'hui chef de bataillon dans la ligne. Aucun officier n'est plus taciturne ni meilleur. Hors le service, il reste presque muet, se promène seul et vit mécaniquement. Chacun devine et respecte une douleur inconnue. Il possède 46 000 francs qui lui ont été légués par la vieille madame Lorrain, morte à Paris en 1829. Aux élections de 1830, Vinet fut nommé député. Les services qu'il a rendus au nouveau gouvernement lui ont valu la place de procureur général. Maintenant, son influence est telle qu'il sera toujours nommé député. Rogron est receveur général dans la ville même où Vinet remplit ses fonctions. Et, par un hasard surprenant, monsieur Tiphaine y est premier président de la cour royale, car le justicier s'est rattaché sans hésitation à la dynastie de Juillet. L'ex-belle madame Tiphaine vit en bonne intelligence avec la belle madame Rogron. Vinet est au mieux avec le président Tiphaine. Quant à l'imbécile Rogron, il dit des mots comme celui-ci. Louis-Philippe ne sera vraiment roi que quand il pourra faire des nobles. Ce mot n'est évidemment pas de lui. Sa santé chancelante fait espérer à madame Rogron de pouvoir épouser dans peu de temps le général marquis de Montriveau, pair de France, qui commande le département et qui lui rend des soins. Vinet demande très proprement des têtes. Il ne croit jamais à l'innocence d'un accusé.
Ce procureur général pur sang passe pour un des hommes les plus aimables du ressort, et il n'a pas moins de succès à Paris et à la Chambre. À la cour, il est un délicieux courtisan. Selon la promesse de Vinet, le général baron Gouraud, ce noble débris de nos glorieuses armées, a épousé une demoiselle Matifat de Luzarches, âgée de 25 ans, fille d'un droguiste de la rue des Lombards, et dont la dot était de 50 000 écus. Il commande, comme l'avait prophétisé Vinet, un département voisin de Paris. Il a été nommé pair de France à cause de sa conduite dans les émeutes sous le ministère de Casimir Périer. Le baron Gouraud fut un des généraux qui prirent l'église Saint-Méry, heureux de taper sur les Pékins qui les avaient vexés pendant 15 ans, et son ardeur a été récompensée par le grand cordon de la Légion d'honneur. Aucun des personnages qui ont trempé dans la mort de Pierrette n'a le moindre remords. Monsieur Desfondrilles est toujours archéologue, mais, dans l'intérêt de son élection, le procureur général Vinet a eu soin de le faire nommer président du tribunal. Sylvie a une petite cour et administre les biens de son frère. Elle prête à gros intérêts et ne dépense pas 1200 francs par an. De temps en temps, sur cette petite place, quand un enfant de provins y arrive de Paris pour s'y établir et sort de chez mademoiselle Rogron, un ancien partisan des Tiphaine dit: les Rogron ont eu dans les temps une triste affaire à cause d'une pupille. Affaire de parti, répond le président Desfondrilles. On a voulu faire croire à des monstruosités. Cette Pierrette était une petite fille assez gentille et sans fortune. Par bonté d'âme, ils l'ont prise avec eux. Au moment de se former, elle eut une intrigue avec un garçon menuisier. Elle venait pieds nus à sa fenêtre y causer avec ce garçon qui se tenait là. Voyez-vous? Les deux amants s'envoyaient des billets doux au moyen d'une ficelle. Vous comprenez que dans son état, au mois d'octobre et de novembre, il n'en fallait pas davantage pour faire aller à mal une fille qui avait les pâles couleurs. Les Rogron se sont admirablement bien conduits. Ils n'ont pas réclamé leur part de l'héritage de cette petite. Ils ont tout abandonné à sa grand'mère. La morale de cela, mes amis, est que le diable nous punit toujours d'un bienfait. Ah, mais c'est bien différent. Le père Frappier me racontait cela tout autrement. Le père Frappier consulte plus sa cave que sa mémoire, dit alors un habitué du salon de mademoiselle Rogron. Mais le vieux monsieur Habert, oh, celui-là, vous savez son affaire? Non. Eh bien, il voulait faire épouser sa sœur à monsieur Rogron, le receveur général. Deux hommes se souviennent chaque jour de Pierrette, le médecin Martener et le major Brigaut qui, seuls, connaissent l'épouvantable vérité. Pour donner à ceci d'immenses proportions, il suffit de rappeler qu'en transportant la scène au Moyen Âge et à Rome, sur ce vaste théâtre, une jeune fille sublime, Béatrix Cenci, fut conduite au supplice par des raisons et par des intrigues presque analogues à celles qui menèrent Pierrette au tombeau. Béatrix Cenci n'eut pour tout défenseur qu'un artiste, un peintre. Aujourd'hui, l'histoire et les vivants, sur la foi du portrait de Guido Reni, condamnent le pape et font de Béatrix une des plus touchantes victimes des passions infâmes et des factions. Convenons entre nous que la légalité serait, pour les friponneries sociales, une belle chose si Dieu n'existait pas. Novembre 1839. Fin de la 48e section. Fin de Scènes de la vie de province, tome 1, par Honoré de Balzac.